Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs. Ici Louis-Pierre Guillaume et je suis accompagné aujourd'hui de monsieur Antoine. Antoine, voilà. Bonjour à tous, enchanté. Alors, vous ne nous connaissez pas forcément tous les deux, peut-être moi plus qu'Antoine, donc écoute Antoine, je te laisse te présenter. Bah, écoutez, bonjour à tous. Donc oui, Antoine Rollin, donc je suis directeur d'études au sein de la société Bureau Vendec Information Management, qui en fait aujourd'hui est une filiale de la société Ourouk. Et donc nous sommes une société spécialisée dans le conseil et prestations de services dans le domaine de la gestion de l'information et des technologies associées. Et le sujet de notre webinaire du jour est en plein cœur des activités qui sont amenées à opérer au quotidien. Et tu oublies aussi que tu avais un rôle au GF2I. Ah, c'est vrai, donc tu viens de me le rappeler. Donc, je suis également aussi membre du conseil d'administration du GF2I, qui est le groupement français de l'industrie de l'information, qui est une association qui regroupe une centaine de membres publics et privés et qui a plus de 40 ans d'existence. Donc, c'est un think tank qui est vraiment dédié à la problématique de la gestion des données. Et comment ça s'appelait avant, le GF2I? Bah, ça s'est toujours appelé le GF2I, en fait, historiquement, hein. Je pense pas qu'il y ait eu un ancien nom avant. Mais là, officiellement, avant, c'était GFII. Et en fait, l'acronyme a changé. C'est GF avec 2 et après I. Voilà, depuis quelques Hmm. mois. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, il faut taper gf2i.fr pour accéder au site internet de l'association. Donc, et moi, donc Louis-Pierre Guillaume, donc je suis consultant en management des connaissances. Je suis directeur associé de la société Amalté avec deux L, AMA 2 LTE, qui est partenaire de Ourouk BVDIM depuis quelques temps, depuis quelques années d'ailleurs. Et je suis plutôt, je connais bien les aspects effectivement du vrac documentaire. Je connais bien, très bien d'ailleurs. Je suis plus connu pour le domaine des communautés de pratique en entreprise, mais je travaille avec des clients sur l'ensemble de la chaîne KM. Et j'ai eu surtout un background d'être opérationnel en entreprise chez Schneider Electric, chez Schlumberger et entre autres chez Schneider, en responsable du management des connaissances de l'entreprise pendant 8 ans. Et vous, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui vous êtes. Bon, on a votre nom, mais surtout ce que vous faites et où vous êtes. Moi, je suis situé là à Meudon, près de Paris. Antoine est situé. À côté des grands boulevards, Paris 9e. Ah, d'accord. Pas très loin de Rouc, alors. Ah non, mais là, je suis chez moi. Mais Ah, pour le coup, notre société est basée à Paris dans le 9e. Oui, oui. et donc vous, où êtes-vous situé et qu'est-ce que vous faites en tant qu'activité pour qu'on puisse mieux vous connaître et donc pouvoir répondre. Je connais quelques personnes dans la liste. Là, je vois Gwenaël par exemple, Cédric, je vois que Marie, effectivement, est ici. Philippe, bien sûr, qui est ta collègue de Ourouk, donc salut Philippe. Sophie. Donc Sophie Tachassieux, près de Lyon, responsable système d'information. Sophie, consultante en soins d'information. Isabelle Bruxelles, responsable de champ des connaissances au service public fédéral de sécurité sociale. Paris, qui est mon manager pour Delavaux. Marie, senior PMO. Oui, petit, pour vous parler, je suis aussi secrétaire général de l'association COP1, COP-1.net, l'association des praticiens du KM en France. Et aussi, je donne des cours en tant que formateur à KEDGE, en Master 2, au CNAM, en formation continue sur le certificat KM, ainsi qu'à la Sorbonne Nouvelle aussi en Master 2. Et j'ai coécrit des livres, dont un sur les communautés de pratique. Et Donc, j'ai oublié de analyste à préciser. Lausanne. Non, j'ai oublié de préciser aussi que j'interviens au sein du pôle de compétitivité Cap Digital en tant qu'expert d'une des commissions, c'est la commission connaissance. Et donc, dans ce cadre-là, on est aussi habilité à donner un petit peu notre expertise sur les dossiers qui sont présentés à Cap Digital pour des subventions dans le cadre des projets d'investissement notamment. Voilà. Et toujours en lien avec la donnée et les technologies. Alors, je vois Christophe Picavet chez Arémont. Arémont à Grenoble, j'imagine.
Ok, je Exact. connais bien Raymond, je suis allé vous voir pour une mission sur les communautés il y a quelques années. Voilà. Elena, bonjour. Aussi membre de Copain. C'est vrai que Marie était membre de Copain il y a quelques années. Frédéric, Records Manager en poste. On a beaucoup de monde dans le Records Management, le KM aujourd'hui, un peu dans le système d'information. C'est effectivement avons-nous des juristes? Ce serait intéressant. RM, encore Records Management. Muriel. Elena fait Assas. Je ne sais pas si ça compte. Ça mène à tout, Assas, hein, Elena. Alors, c'est donc assez diversifié. Effectivement, on a IT, Records Management. On sait qu'Antoine va prendre un café et il arrive, donc il nous dira ce qu'il fait. Très bien, mais écoutez, donc ce qui réunit aujourd'hui, c'est un sujet qui tient à cœur, hein, qui s'appelle effectivement le vrac numérique. Donc on va en parler. Donc non seulement nous allons parler de ce que c'est que le vrac numérique, les enjeux, nos convictions, mais aussi à la fin, on donnera quelques conseils sur, en fait, sur ce qu'il y a à retenir par rapport au vrac numérique pour aller plus loin en termes de mise en œuvre et comment on résout le problème du vrac numérique, qui est un problème assez important, dont Antoine est un expert en fait dans le cabinet BVDIM Uruk. Donc, donc là, ce qui est réuni aujourd'hui, c'est les feedbacks que j'ai reçus, que nous avons reçus lors de l'inscription sur le site web. Et donc j'ai reformulé vos demandes, mais on voit il y avait une notion de optimiser le fonctionnement du core business. Une entreprise avait un plan stratégique sur le sujet du vrac numérique. Donc on espère que nos réflexions vont aider à alimenter ce plan stratégique. Il y avait une autre entreprise qui vous parlait de la gouvernance documentaire. Et puis il y a les thèmes dont on va parler aussi, qui sont la QVT, qualité de vie au travail, les risques juridiques, les surcoûts, et les coûts informatiques, bien sûr, qui dit vrac numérique, dit stockage en plus, donc dit surcoût, et donc Green IT, qui est un sujet extrêmement important en entreprise à l'heure actuelle. Alors, le vrac numérique, c'est quoi? Peut-être se mettre d'accord sur ce que c'est. Alors en anglais, on dit, je vais chercher en anglais, et ça s'appelle le digital mess, le bazar numérique. Donc, oui, donc c'est un ensemble de documents numériques qui sont mal classés. Alors, ça, vous voyez très bien ce que c'est. Mal nommé. Alors, on ne connaît pas les fameux documents V1, V2, V3, les documents dont le titre du fichier ne correspond pas au contenu qui est à l'intérieur, sans convention de nommage. Parfois en doublon, parfois même en triplon, c'est-à-dire on l'a stocké dans différents endroits au cas où, sur mon PC, sur un serveur ou ailleurs, et parfois en différentes versions. Donc, on voit très bien le vrac que ça représente. Et c'est où? Alors, il y en a partout. Alors, ça peut très bien être des documents bureautiques, donc créés par Word, Excel ou d'autres, PowerPoint, qui sont multimédia ou non, donc qui peuvent aussi être des vidéos, des photos, qui sont mises dans des dossiers dans mon PC. Au moins, je sais où ils sont, hein, mais pas les autres. Ou sur les fameux serveurs de partage de fichiers, que ce soit des serveurs dans les fameux disques X, G, L et j'en passe, ou dans des drives comme Google Drive, OneDrive et d'autres, Box Drive et d'autres, qui sont éparpillés partout. C'est plus des documents qui sont en vrac dans ma messagerie en tant que pièce jointe. Et là, on a tous des messageries pleines de pièces jointes. Même certains utilisent la messagerie comme lieu de stockage de leurs pièces jointes et leur système de documentaire et leur messagerie via des boîtes. C'est peut aussi être dans des documents conservés dans des silos métiers, par exemple un ERP, un système de GED, et chacun a sa propre droit d'accès. Donc, comme on n'a pas accès là aux documents, eh ben, on va faire une copie ici où on a accès. Donc, on crée des copies
parce que les droits d'accès empêchent d'avoir accès aux documents dont on a besoin. Et ça, je l'ai vu chez des clients et ça devient une plaie terrible. Et puis les pages web sauvages. Alors sauvages parce que, par exemple, on a créé des wikis un peu partout, on a créé des pages web. Je crée mon petit site web de mon côté. Il y a des boîtes qui ont des milliers parfois de serveurs web un peu partout, avec des pages web sur des sujets et chacun les gère de son côté. Ça a commencé avec Lotus Notes et ça a perduré avec plein d'entreprises qui ont fait ça aussi de leur côté. Donc là, il y en a partout. Plus j'oublie en plus les documents scannés, donc les papiers qu'on a scannés, qu'on a mis aussi en ligne. Donc il y a le vrac numérique et le vrac papier qui est associé bien sûr, et on l'a retranscrit en vrac numérique en scannant à peu près tout ce qu'on peut trouver. Évidemment, la conséquence majeure, il y en a plein, mais la majeure, c'est qu'on ne trouve pas ce que l'on cherche. On trouve des trucs, on trouve des copies, on trouve pas parce que c'est pas accessible, et donc on perd un temps fou et on s'arrache les cheveux. Bon, j'en ai encore, Antoine aussi, mais on a des collègues qui n'en ont plus. Donc clairement, ça veut dire que ça pose un problème. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles les hommes de plus de 50 ans n'ont pas de cheveux, c'est qu'il y a un problème de recherche. Alors, maintenant, Antoine veut nous parler des enjeux parce que c'est vraiment le plus important. Oui, merci à Louis-Pierre. Donc effectivement, après cette définition du vrac, il faut aussi avoir en tête qu'effectivement, le vrac, il est corrélé à une forte croissance des volumes de documents. Comme vous le savez, depuis 20 ans, voilà, le numérique, c'est vraiment bien implanté dans les organisations. Et donc, petit vrac d'hier appelle un vrac massif aujourd'hui. Et évidemment, ça peut être généré, comme on l'a dit, par des applications bureautiques, les applications métiers et toute cette dématérialisation des documents imprimés. Donc, il y a plusieurs canaux qui font que ces volumes sont sans cesse en augmentation et ça rajoute des difficultés. Donc, plus on prend tard la question du vrac, plus c'est difficile évidemment d'avoir une logique de sortie. D'autant plus que cette reprise donc, de fonds documentaires, comme on dit, hein, identifiés en tant que vrac, donc voilà, on a pris le lead sur cette problématique. Il faut bien avoir en tête que ça peut être effectivement associé à une charge de travail importante parce que les traitements peuvent, en fonction des cas, devenir de plus en plus complexes pour des situations qui sont propres à l'organisation ou parce que voilà, l'historique de reprise est très important. Une Donc, reprise, c'est quoi? alors une reprise, c'est quand on part d'une situation, on va dire, qui est pas propre et qu'on veut arriver à une situation propre. Donc c'est la reprise d'un vrac pour l'amener à quelque chose de structuré, de bien nommé et à terme plus facilement recherchable. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de reprise de fonds documentaires. Et les 2 imagettes à la droite du slide donnent un peu cette dynamique finalement. Alors, bon, là, on est peut-être sur des verbatims un peu forts, mais voilà, on part finalement de fichiers qui sont avec des appellations très larges ou très abstraites, hein, ou au pire, il n'y a même pas forcément d'infos dans le nom du fichier d'un document, donc document.docx par exemple. Et l'idée, c'est de passer de cette notion d'enfer à la notion de paradis, où finalement, le fichier qui peut être effectivement identifié comme non exploitable parce qu'il n'y a pas d'informations sur son contenu ou son appellation, en gros, il va devenir une ressource numérique où on va pouvoir capitaliser un nom de fichier propre, on va dire, et des informations contextuelles sur le nom de l'auteur, sur des métadonnées associées, voire des commentaires qui donnent plus de sens à la ressource, qui donc devient une valeur, si vous voulez, informationnelle dans l'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'une métadonnée, d'ailleurs, Antoine? Alors, les métadonnées, ce sont en fait des descripteurs qui sont associés au fichier numérique. Ils sont parfois encapsulés dans le document, parfois ils sont associés à une fiche descriptive qui est en lien avec un document, mais concrètement, la première métadonnée d'un fichier, c'est le nom du fichier. Après, on a des métadonnées qui peuvent être générées automatiquement par un système informatique, comme par exemple la date de création d'un fichier, la date de modification d'un fichier. Si je vais plus loin sur les images, par exemple, vous avez aussi des métadonnées automatisées qui vous diront que c'est tel format, que la photo elle est en noir et blanc ou en couleur. Donc ça, c'est des métadonnées qui ne nécessitent pas forcément d'intervention humaine. Pour le nom du fichier, oui, quand même, on part du principe que le plus souvent, c'est un humain qui a donné un nom de fichier, mais vous avez des systèmes qui génèrent des noms. Et puis, si on va sur des métadonnées plus enrichies, là, ça peut être des mots-clés, donc c'est une notion d'indexation qui, pareil, peut être au choix d'une intervention humaine ou éventuellement généré par un système parce qu'il a une liste
d'entités nommées, des règles de classification pour avoir effectivement une identification que tel fichier est associé à tel terme. Donc, toutes ces métadonnées, si vous voulez, donnent de l'information en plus, au-delà du nom du fichier en tant que tel, ou effectivement du contenu, hein, parce qu'après, quand on ouvre le fichier, si c'est un document Word ou un PDF, on a le texte intégral, mais les métadonnées sont là pour donc donner des descriptions complémentaires au contenu du fichier et à minima au nom du fichier. Alors, on a une question de Frédéric. Peut-être réponse rapide, Antoine, avant de continuer. Tessie Alors, est-elle une solution? Tessie, une solution de GED. Après, effectivement, on a plusieurs paramétrages dans ces solutions-là. Il n'y a pas que Tessie, mais pour faire dans l'enrichissement semi-automatique, comme je vous le dis, hein, il y a effectivement une intervention, on va dire, de pair entre ce que l'humain peut faire en termes de tâches manuelles et ce qu'un système peut permettre, notamment sur du traitement de masse, pour faire de l'automatisation, de la semi-automatisation de traitement. Donc, effectivement, Tessie ou d'autres solutions du marché ont embarqué dans leur système des outils pour permettre des traitements semi-automatiques. Alors, poursuivons. On a 4 vraiment gros enjeux. Donc, on a les Oui, deux alors c'est premiers. pareil, comme notre temps est imparti, on a essayé de vous lister ce qui nous semble de prime abord les enjeux les plus importants associés à la question du vrac numérique. Donc, il y en a d'autres, mais voilà, on va faire un focus sur 4 principaux enjeux. Comme disait tout à l'heure Louis-Pierre, un des points en fait qui est très important parce que finalement ça répercute les activités au quotidien de tous les collaborateurs, c'est la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que quand on perd son temps à chercher des documents qui, a priori, on sait où ils sont, mais on n'arrive pas à les retrouver pour X raisons, effectivement, ça fait perdre son temps. Et ça a aussi un impact sur la productivité. Mais l'idée, c'est de se dire que pour améliorer la qualité de vie au travail, et notamment dans le temps à rechercher des documents et à optimiser justement ces temps à passer, à cliquer pour retrouver le document qu'on cherche, la question de mettre en place une bonne gestion documentaire, ça a non seulement l'objectif d'optimiser les temps dans la recherche de l'information, et ça permet donc d'améliorer non seulement la qualité de vie au travail, mais comme on disait, d'optimiser la productivité de tout à chacun au quotidien. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est plus lié, si vous voulez, au risque juridique, sachant que voilà, quand on a un vrac numérique, on peut être en problématique de retrouver le document officiel ou original qui répond à une problématique donc de contentieux ou de points juridiques. Donc, l'enjeu de traiter ces vracs numériques, c'est aussi de pouvoir identifier les documents donc à valeur probatoire, qui serait à transmettre en cas de procédure légale ou de contentieux. Et d'être sûr que c'est bien la bonne version qui sera recevable par le juge et pas une copie ou une version intermédiaire qui n'a pas donc la signature électronique encapsulée dans le niveau d'exigence le plus fort. Alors, au-delà de ces deux premiers enjeux, il y a aussi la question de la réduction des surcoûts dans les directions opérationnelles. Et en fait, ce sujet-là concerne principalement les équipes qui sont amenées à travailler en mode projet. Parce qu'évidemment, quand on est plusieurs à travailler sur un projet, ça multiplie d'autant les risques de dupliquer des informations ou de ne pas avoir la bonne procédure en tête sur un workflow de validation d'un document et de se retrouver avec une version intermédiaire quand on cherchait la version finale. Donc, c'est en lien avec la question des procédures, si vous voulez, pour collecter de l'information, traiter les documents, les classer et évidemment aller au bout, c'est la conservation et la recherche des bonnes versions de ces documents. Donc, la réduction de ces surcoûts, elle est aussi en lien avec la recherche d'une capitalisation unifiée du savoir-faire au sein de bases documentaires qu'on veut évidemment à jour et qui soit donc partagé par les parties prenantes donc concernées, que ce soit en approche collaborative ou en mode projet au sein des organisations. Le quatrième enjeu, qui effectivement est aussi un point en émergence depuis quand même quelques années, et puis d'autant plus dernièrement avec ces questions de coûts énergétiques, c'est comment on peut réduire les coûts informatiques avec une approche Green IT quand on est aussi sur ces problématiques de vrac.
c'est comme disait Louis-Pierre tout à l'heure, de dupliquer, alors volontairement ou involontairement, des versions intermédiaires, des doublons, des triplons, bah, ça fait augmenter donc les capacités de stockage des infrastructures informatiques. Et au-delà des volumes de stockage, ça fait aussi éventuellement travailler donc, bah, les processeurs pour rechercher donc, dans un magma documentaire qui aurait pu être optimisé, des documents et des informations. Donc, finalement, au-delà du coût de stockage, on a aussi le coût de calcul machine pour aller chercher par l'index les documents. Et donc, il travaillerait moins s'il y avait moins effectivement de documents en doublon à réindexer. Donc voilà les problématiques, si vous voulez, liées au coût informatique. C'est la question du stockage et la question donc de la recherche où qu'on recherche des doublons, des triplons qu'on ne devait pas chercher, bah, ça fait aussi travailler les machines pour rien. Alors, je vous rappelle nos convictions, parce qu'on en a plusieurs, mais ça c'est commune et en tant que consultant, effectivement, c'est on croit beaucoup à la puissance du collectif pour résoudre les problèmes d'organisation, et donc en l'occurrence ici le vrac numérique, ça ne peut pas se faire tout seul, c'est un travail collaboratif, où on va co-construire ensemble des solutions par rapport à vos besoins, avec une notion de confiance, que le vrac numérique, si on le traite, on réduit les doublons, on enlève les différentes copies, il faut avoir confiance que l'autre personne ne va pas effacer le document dont on a besoin. Donc la confiance sera fondamentale pour la réduction du vrac numérique. Et puis on va innover parce qu'on a plein de manières de faire qui peuvent rendre différent votre mode de travail, qui fait qu'in fine, vous serez plus efficace parce qu'on aura résolu le problème du vrac numérique. Donc vraiment, ça, on y croit beaucoup. Alors ce que je propose, c'est de faire d'abord travailler. C'est comme d'habitude, dans nos webinaires, il y a un petit brainstorming et après on répond à vos enjeux, à vos questions. Et l'idée, c'est de brainstormer sur vos enjeux, vos obstacles liés au vrac numérique. Je vous mets le lien Klaxoon dans le chat. Je vous montrerai comment ça marche. Et après, on choisira ensemble, encore une fois, co-construction des des idées que l'on va nous traiter en direct en tant qu'expert. Et puis, à la fin de ce webinaire, on vous rappellera les questions à se poser quand on veut traiter un vrac numérique et des points clés pour un traitement efficace du vrac. Ce sera à la fin du webinaire. Mais avant d'aller sur les questions à se poser et les points clés, on va aller vers vous, vos questions, vos problématiques. Donc, vous allez sur Klaxoon. Le lien est là. Et je vais vous faire partager l'écran et je vais comme ça vous montrer comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas encore Klaxoon. Donc, partage d'écran. Je pense que là, vous voyez mon écran maintenant. N'est-ce pas, Antoine? Oui. Donc, Klaxoon, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est un système un peu comme un tableau blanc. On peut mettre des post-it, des post-it avec des idées. Vous avez deux zones, une zone bleue et une zone orange. Vos enjeux à gauche, vos obstacles à droite. Et vous avez un plus en bas. Donc, si vous faites plus, vous créez un nouveau post-it, de couleur bleue ou de couleur jaune. Vous mettez votre idée sur vos enjeux. Ben, ça peut être, je sais pas moi, doublon. Hein, mais faites une phrase. Hein, le traitement traité, les doublons, soin de soin. Il faut une phrase d'action. Vous mettez votre nom si vous le souhaitez, pour qu'on puisse vous retrouver pour dire, ben voilà, c'est pour retrouver pour vous répondre à votre question de manière nominative. Et puis on envoie le post-it que l'on déplace après au bon endroit. Donc plus en bas, on choisit la couleur, on met sa problématique avec un verbe d'action si possible pour pouvoir aider. Des exemples, ce sera encore mieux, et vous le balancez ici sur le tableau blanc. Et nous, on va répondre à vos interrogations, vos enjeux et vos obstacles avec notre expérience du sujet. Même d'ailleurs, dans le chat, je vois que parmi nous, nous avons d'autres experts qui sont aussi en ligne. Donc, on pourra avoir ce genre de discussion aussi. Donc, je vous laisse y aller. Vous avez le lien Klaxoon dans le chat. Pour ceux qui ne l'ont pas, je remets le lien Klaxoon. Et alors, si vous ne pouvez pas aller sur Klaxoon, ça peut arriver. Vous mettez dans le chat votre question, votre problématique, votre enjeu. Vous me dites si c'est du bleu ou de l'orange et je le mets à votre place en tant que post-it. Donc là, nous allons vous laisser réfléchir.
Généralement, on a environ une cinquantaine, 60 post-it. Donc là, j'ai mis le premier. À vous de mettre les autres. Vos obstacles, trouver les référents qui créent des documents qui ne servent à rien. Ça, j'adore cette phrase. Je sais pas si tu as vu. C'est excellent. Alors encore 2-3 minutes. Et après, je vais vous proposer en fait qu'on va voter pour les post-it, comment dire, alors, je vous propose de faire une petite pause, parce qu'il y a quand même plein de trucs qui sortent. Et avant de répondre à vos questions, il faut d'abord choisir ce qui est important, évidemment. Donc, je vous laisse toujours continuer la chose. Donc là, on continue. Vous avez votre post-it, votre dernier post-it, on va continuer. Donc, je vous laisse faire encore une minute. Et pendant que vous continuez donc sur. Je vous rappelle que nous, on a mis en place un cycle de conférences. Ça fait sur le KM, et dans le KM, évidemment, Knowledge Management, management des connaissances, il y a évidemment le vrac numérique, mais entre autres, ça fait depuis 9 mois que ce cycle est en cours. Donc, je vous encourage fortement, si vous avez une problématique qui correspond, qui vous pensez qu'on peut vous aider effectivement à la répondre, de venir nous parler et on vous offre 45 minutes de pré-diagnostic. Vous nous contactez, vous prenez rendez-vous et comme dirait le docteur est là, qui répond aux questions et qui donne quelques pistes de résolution de votre problématique et on est là pour vous écouter. Donc n'hésitez pas, Antoine et moi, prenez rendez-vous sur le lien que je vous ai mis juste en bas et vous pouvez comme ça directement nous contacter et avoir une réponse à vos questions. On sera là pour vous aider, pour creuser votre sujet qui vous taraude en ce moment. Donc là, on va revenir sur Klaxoon. Et ce que je vous propose de faire, en fait, on va faire un petit jeu, mais c'est pas vraiment un jeu. Donc on va choisir ces batailles. Donc vous avez un paquet de post-it qui sont ici. Et l'idée, c'est de voter pour les post-it. Alors je vous montre comment ça marche. Comment vote-t-on pour un post-it? Donc ce que je vous donne la possibilité, vous avez droit à 4 cœurs. 2 cœurs à gauche pour les bleus, 2 cœurs à droite. Et comment mettons un cœur sur un post-it? Donc on en prend un, celui-là par exemple. Tac, je clique dessus une fois. Louis-Pierre, peut-être repartager le klaxon sur. Tu as raison, merci. Donc je reprends. Comment fait-on pour pouvoir mettre un voter pour un post-it qui m'intéresse? Donc j'ai droit à 2 cœurs, 2 pour le bleu, 2 pour le jaune. Pour mettre un cœur sur un post-it, je clique sur le post-it une fois et je mets un cœur ici. J'aime l'idée. Là, vous voyez, il y a un petit cœur qui se crée ici. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va relever les compteurs et choisir ceux qui ont le plus de cœurs, et pouvoir comme ça commencer à creuser certaines idées. Donc, je vous encourage à lire les idées des autres et avoir 2 cœurs. Donc, vous avez 4 cœurs, 2 bleus, 2 jaunes, et les mettre dessus pour qu'après, nous puissions, nous, avec Antoine, répondre à vos questions. Donc, je vous laisse mettre vos cœurs, donc lire les différents enjeux et les obstacles et commencer à mettre des cœurs sur ce que vous préférez. Et nous, on va après répondre.
Je commence à encadrer celle où je vois beaucoup de, comment dire, de couleurs. Je vois beaucoup de cœurs. Je commence à mettre des couleurs pour ça. On commence un peu à. Alors, où est-ce que j'en vois? Si j'en oublie, Antoine, tu me diras. Mhm. Donc, les votes sont en cours. Est-ce que tout le monde a mis ses petits. Qui n'a pas mis ses petits cœurs? Deux à droite, deux à gauche. Euh, Ah, voilà. Bon, ben, Antoine, je te laisse tirer le premier. Lequel tu veux prendre? Bah, je sais pas, Il y en parce a un qu'il qui a me reste. 7 à gauche. Alors, attends, parce que là. Je t'invite plutôt à me dire lesquels tu préfères que j'attaque en direct. Non, mais comme tu maîtrises la navigation, ça permet qu'on ne se perde pas. Alors, 7, c'était diminuer le temps de recherche d'une information. La bonne information au bon moment, au bon Ouais. endroit. C'est ça l'enjeu. Alors ça, c'est l'objectif à terme. En fait, je reviens tout à l'heure sur aussi, c'est la question que posait la personne là, sur la solution de Tessie, par exemple. Euh, il y a les solutions de JET qui sont finalement des solutions pour agréger, si vous voulez, des ressources documentaires d'une manière structurée et on va dire opérationnelle. Mais c'est aussi pareil, ça dépend où est le curseur, mais la reprise du vrac, c'est aussi avant, éventuellement, de faire une bascule dans la GED. Donc, il y a des outils de JET qui peuvent vous aider à traiter le vrac, mais ça peut être aussi deux chantiers différents. Donc, et l'histoire de la recherche est aussi associée à ça, parce que les outils de JED intègrent parfois des fonctionnalités de recherche dans leurs solutions, mais ça peut être aussi un autre outil qui permette d'optimiser la recherche sur du vrac. Comme on vous l'a dit, hein, le vrac, il peut se retrouver dans des espaces Windows, il peut se retrouver effectivement sur des serveurs où il y a des applications qui ont généré des données. Donc, on peut le retrouver à différents endroits. Donc, la source d'où vient le rack et comment il est constitué est aussi importante au départ pour après trouver les bonnes solutions pour les traitements. Alors, autre enjeu, énormément de pages sur les mêmes sujets, mais répartis sur des espaces différents, alimentés par des personnes différentes. Besoin d'uniformisation et de process à mettre en place avec des différentes parties prenantes. Comment peut-on uniformiser et mettre en place des processus? Alors ça, c'est pareil, ça rejoint la question du sourcing, c'est-à-dire que attaquer un serveur Z d'un côté et un serveur Y de l'autre, une des approches qui est peut-être la moins compliquée, c'est de se dire qu'on a deux sources de vrac. Parce que si c'est de faire une fusion au même endroit du vrac Z et du vrac Y et du vrac Z, ça peut être plus compliqué. Donc, il y a, c'est vrai, cette problématique de gisement de vrac qui viennent de différents endroits, mais qui vont embarquer des documents identiques.
Donc, c'est où on accumule, si vous voulez, des sourcings de vrac qu'on traite au même endroit, mais ça peut poser un problème d'approche de structuration documentaire, parce que finalement, si le vrac Y, ça répond à l'écosystème documentaire du juridique, alors que le Z, c'est d'une direction technique, quand bien même ils auraient quelques documents en commun, c'est pas non plus la même approche, si vous voulez, sur la manière de classer les documents et de les nommer. Alors, on peut avoir des organisations qui sont effectivement peut-être plus petites et qui ont une vue centralisée d'une arborescence, mais dans des structures importantes, on va se retrouver avec des arborescences, on va dire, par direction, qui ne peuvent pas être fusionnées en une seule. Donc, c'est vrai que le sourcing du vrac, il est aussi associé à l'origine métier. Donc, pour répondre à cette question là, d'avoir des sujets qui sont répartis sur des espaces différents, c'est peut-être en fait, première étape, de traiter un vrac par direction métier pour donner un exemple simple. Et après, d'identifier effectivement qui en fait a le lead sur la collecte et la mise à disposition de tel ou tel document. Ce qui pose évidemment, comme on le disait aussi au début, la notion des accès avec les droits associés pour lire ou écrire sur des espaces distincts. Alors moi, je vais en prendre une qui n'est pas vraiment liée avec ça, mais qui est quelque chose qui est important dans le domaine du management des connaissances, c'est partager les connaissances tacites entre les collaborateurs. Alors c'est un beau sujet, et pour ça, nous avons une méthode que Orouk et Amalté mettent en œuvre depuis quelques temps, qui est l'identification des connaissances critiques que possède une équipe dans un domaine particulier. Et ayant identifié ces connaissances qui sont à la fois des connaissances ou des savoirs ou des savoir-faire, eh bien, on peut ensuite de là en tirer des plans d'action pour capturer, diffuser, conserver ces connaissances critiques. Alors, par exemple, là en ce moment, on fait un travail pour un organisme patronal, syndical patronal, et là, c'était connaître les connaissances critiques tacites dans le domaine des relations entre cet organisme patronal et l'opérateur de formation. Donc, il y a un gros travail. On a fait en 3 séances. On a identifié dans 4 grands domaines de cette relation avec l'opérateur les connaissances tacites qui sont savoir et savoir-faire sur la gouvernance, comment traiter les éléments de langage, etc., par rapport à leur domaine. Pour un autre client qui est dans le BTP, ça a été des connaissances liées au tunnelier. Pour un autre, c'est des connaissances liées à de l'assurance, à de l'assurance vie en particulier, sur les connaissances qui sont utiles, savoir et savoir-faire pour les nouveaux arrivants dans l'équipe. Une équipe quand même de 30 personnes transverse multi-silos pour que rapidement ils puissent rentrer dans leur job. Donc vraiment, c'est très efficace sur une méthode qui, en 3 séances, arrive à vous trouver les connaissances tacites, critiques, savoir-faire et dérouler un plan d'action en conséquence et le mettre en œuvre, ce qu'on appelle un départ lancé pour pouvoir déjà mettre en œuvre la capture de cette connaissance et sa diffusion. Mmh. Alors un autre pour toi, Il y en a 2 là. je te laisse choisir. Non, ce Ah qui est oui, il manque de important, méthodologie pour prendre un ensemble de plusieurs gigaoctets. oui. Bah, là, de toute façon, en fait, avant de répondre à ça, je pense que oui, ce qui est important aussi quand on veut mettre en œuvre un traitement de vrac ou même d'industrialiser ça pour finir dans une gestion électronique de documents, voire un système d'archivage électronique, c'est d'avoir le soutien du top management, qui est un des post-it encadrés rouges. Il faut des sponsors. Donc, au mieux, la direction générale, mais effectivement, la direction juridique ou la direction des systèmes d'information, voilà, sont des acteurs qui sont potentiellement des leads sur l'amorce et la conduite de projets, en tout cas en impulsion. Sur la question de la méthodologie, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir en tête que quand on a un vrac au départ, c'est que finalement, les arborescences et les nommages, il n'y avait pas de règle établie. Donc, l'idée pour effectivement traiter un vrac, c'est avant de faire les opérations de nettoyage, entre guillemets, il faut valider effectivement les logiques de comment on fait les répertoires sous répertoires, comment on va nommer tel type de document, puisqu'en plus, il peut y avoir des contraintes informatiques avec des noms trop longs.
Il faut que ces règles-là donc soient aussi appropriables, enfin en tout cas partagées et appliquées par les équipes. Donc c'est de la co-construction au niveau des organisations. Donc, ces méthodologies de classement, de nommage, de se mettre d'accord aussi éventuellement sur des coquilles, c'est-à-dire que voilà, vous avez une nouvelle activité, vous créez des affaires, ben, on va définir que telle affaire, eh ben, en fait, elle est basée sur tel modèle de répertoire et de sous-répertoire avec telle logique de nommage. Donc, on peut aussi valider, si vous voulez, des coquilles modèles qui sont donc à copier-coller dès qu'on a un nouveau gisement qui arrive en création, sans se poser de questions, mais on applique bien des règles établies au départ. Donc l'idée, si vous voulez, du traitement de vrac, c'est effectivement de valider au départ de bonnes règles de structuration et de nommage. Pour dans une deuxième étape, bah, si on avait effectivement un vrac, l'idée c'est de le nettoyer. Donc ça peut être juste d'enlever les doublons et de renommer ce qui n'était pas bien nommé, mais on peut aller beaucoup plus loin sur se dire, OK, on avait une arborescence qui est devenue obsolète et on va devoir tout réorganiser. Donc ça, c'est un chantier plus conséquent qui peut amener aussi une couche éventuellement d'indexation nouvelle qu'on n'avait pas avant, et notamment avec la notion des métadonnées dont vous a parlé tout à l'heure. Et la sortie ultime, c'est que quand on a un vrac numérique qui est nettoyé, bah, ou on l'a réorganisé au même endroit. Donc, si vous aviez sur Windows un serveur Y avec des entrées qui étaient en vrac, on va les nettoyer et les passer propres. Mais si on va au bout d'une logique industrialisée, on pourrait avoir une bascule du vrac donc, qui a été nettoyé dans une solution de GED, voire embarquer aussi vers une solution d'archivage électronique. Donc, il faut voir que l'interfaçage du vrac à la GED peut engendrer après une mise en archivage électronique. Donc, tout est lié et c'est vivant. Donc, il faut se dire que ces notions-là de règles, ce n'est pas parce que je les ai mis en place sur une année que, évidemment, elles ne peuvent pas évoluer. En tout cas, il y a une gouvernance associée pour que ce soit pérenne dans le futur. Alors, on a deux questions, mais on va y répondre dans la dernière slide. Alors, je vous rappelle, j'ai mis dans le chat un, un lien pour évaluer le webinaire d'aujourd'hui, avoir votre feedback. Et puis, eh ben, la réponse, comment faire prendre conscience au top management, ben, la réponse, c'est là. Donc, je laisse Antoine. Oui, donc là, c'est la petite slide des points saillants en fait sur des pistes possibles pour voilà, un traitement réussi du vrac numérique. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions à se poser. Et la première, c'est d'identifier quels sont les axes structurants qu'il faut mettre en avant pour justement traiter un chantier de vrac numérique. Donc, ces axes structurants, ils peuvent être par direction, ils peuvent être sur une roadmap d'entreprise, ils peuvent être parce que vous changez de système informatique ou que les serveurs arrivent en fin de vie et il faut effectivement s'occuper des gisements qui sont dedans. Donc voilà, il y a plusieurs axes possibles pour mettre en œuvre un chantier de vrac numérique. La deuxième question, et je vous l'avais un peu annoncé tout à l'heure, c'est bien d'identifier la nature du vrac numérique concerné. Comme on l'a vu, il y a différentes sources de gisements. Et évidemment, en fonction de ces sources-là, on a des priorités de traitement différentes qui peuvent être visées. Notamment si effectivement on a une organisation avec plusieurs sous-strates de serveurs et de différentes parties prenantes qui sont concernées par ces natures de vrac. Le troisième point concerne les méthodes et les outils à privilégier. C'est pareil, hein, en fonction des objectifs à atteindre, hein, entre simplement cartographier un vrac et le nettoyer en enlevant les doublons et en renommant quelques fichiers, c'est une chose. Arriver à terme à rebasculer un vrac propre dans une GED, voire avec un connecteur sur un système d'archivage électronique, c'est un autre objectif. Donc, en fonction effectivement de ces objectifs, il y a plusieurs méthodes et outils différents. Dans les outils, vous avez des outils gratuits qui vous permettent de cartographier un vrac et éventuellement de faire des pré-traitements de renommage ou de suppression de doublons. Maintenant, si on a de plus en plus de process un peu spécifiques à mettre en œuvre, bah, il y a des outils sur le marché qui vous permettent d'industrialiser plus les traitements. Le quatrième point aussi important, c'est bien d'avoir en tête que voilà, il y a un budget prévisionnel à anticiper parce qu'il y a évidemment un coût en termes de charge de travail et éventuellement d'acquisition de solutions logicielles. Donc voilà, il y a quand même en tête que de gérer un chantier de vrac, il y a aussi une notion de budget à prévoir.
Et enfin, le 5e point, enfin la 5e question à se poser, c'est de se demander quelles sont donc les mesures à prendre pour mettre en place un système vertueux, et notamment pour éviter de recréer de façon récurrente des vracs. Comme je vous l'ai dit, si vous mettez en place des règles pour nettoyer un vrac, bah, il faut quand même avoir en tête que voilà, l'organisation est mouvante, il y a des changements aussi dans les directions, il y a des nouveaux types d'activités que vous gérez pas aujourd'hui, que vous gérerez demain, ce qui appelle éventuellement des nouveaux types de fichiers, des nouveaux noms de fichiers. Donc cette notion de vrac, elle est associée à cette gouvernance documentaire avec la mise à jour, le cas échéant, des règles de structuration et de nommage pour vraiment coller à la réalité des collaborateurs et des affaires qui sont amenées à gérer au sein des entreprises. Voilà. Et pour terminer, 5 points clés. Alors oui, ça, c'est les pistes effectivement qu'on vous met là en avant. C'est les points clés pour un traitement de vrac, on va dire, bien géré. C'est évidemment de prime abord de mettre en œuvre des règles de gouvernance documentaire, hein. On n'attaque pas un vrac sans avoir défini des règles. Le deuxième point, c'est les modalités de traitement documentaire du vrac, c'est-à-dire qu'au-delà des règles, il y a la manière dont on va faire le traitement du vrac. Il peut y avoir évidemment certaines subtilités à faire des traitements de nommage, de nettoyage ou de dédoublonnage. Le troisième point concerne les règles d'accès et de droit d'usage associées au répertoire, parce que c'est vrai que le vrac il est aussi associé aux conditions d'accès de tel type de profil dans une organisation et de savoir si la personne elle a le droit de simplement consulter ou aussi de pouvoir déposer des fichiers, voire les modifier. Le quatrième point clé, bah, c'est en fonction de ses objectifs et des vracs concernés, bah, il y a des outils à sélectionner pour bien répondre aux besoins identifiés pour faire le traitement du vrac. Et en fait, le cinquième point qui est aussi très important, c'est avant d'aller vraiment sur le traitement en tant que tel du vrac, voilà, une des pistes aussi pour maîtriser, si vous voulez, le calendrier de réalisation et les coûts associés, c'est de pouvoir conduire des lots tests, en fait, pour estimer notamment les charges de travail induites pour les volumes à traiter. Comme on vous l'a dit, il peut y avoir des interventions avec des outils, mais il y a aussi une intervention humaine. Donc, c'est bien de prendre un gisement représentatif, de le travailler pour anticiper et pouvoir voilà, déployer, si vous voulez, sur d'autres vracs, une estimation d'un temps passé, éventuellement d'un coût associé. Bon, eh bien, le temps imparti, 45 minutes, c'est court pour traiter du sujet du vrac numérique, qui est un sujet euh, important, hein, qui est un sujet, un gros sujet, hein. Et donc, nous avons été très heureux d'échanger avec vous, de répondre vraiment à quelques-unes de vos problématiques, hein. On ne peut pas tout traiter en 45 minutes, hein. Donc, 3 petites actions en bas, du moins 2 actions, c'est évaluer le webinaire. Ce serait sympa d'avoir votre feedback pour qu'on puisse s'améliorer pour la prochaine fois. On a mis un article sur LinkedIn, publié il y a 2 semaines, je pense, 2-3 semaines, sur le sujet qui creuse un petit peu plus. Et puis, si vraiment vous êtes intéressé à aller plus loin parce que vous avez vraiment une problématique importante sur le feu, n'hésitez pas. Vous nous contactez pour un diagnostic, hein, sur le lien que j'ai mis en dessous. Et puis, sinon, vous avez nos téléphones, hein, nos mails, les adresses de nos entreprises respectives pour pouvoir directement nous contacter et en savoir plus. Antoine, peut-être un dernier mot? Non, bah, c'est effectivement de vous confirmer que le vrac numérique, même les meilleurs élèves, on a tous du vrac. Donc, c'est vrai que pour reprendre un peu le titre de l'article que vous pouvez consulter sur LinkedIn, on parle d'un cas d'école buissonnière. Donc, c'est sûr que c'est en général quand même les mauvais élèves qui ont du vrac. Mais l'idée, voilà, c'est au-delà de faire le traitement du vrac, le plus important, c'est définir des règles qui soient donc, je vous dis, partagées et appliquées par tous les collaborateurs pour au final que bah, les gens ils comprennent pourquoi il faut appliquer ces règles et soient contents finalement de pouvoir chercher facilement les documents sans se demander où ils sont et pourquoi ils n'arrivent pas à les trouver. Donc voilà, c'est vraiment la bonne pratique individuelle, mais collective. Et c'est pour ça que la question du vrac, elle est vraiment à tous les niveaux de l'organisation. Oui, les outils peuvent aider, mais c'est plutôt d'abord, c'est de l'orga d'abord.
Oui, il y a vraiment l'orga et les outils viennent soutenir les tâches manuelles qu'on peut faire avec des outils, et notamment aussi avec l'intelligence artificielle, hein, qui de plus en plus viendra aider, je pense, à faire des traitements sur ces questions de vrac. Eh bien, beau sujet. L'IA, le vrac, le KM, ça, c'est un sujet qui, surtout depuis que ChatGPT a été mis en œuvre, on se pose tous plein de questions. Autre webinaire un jour, probablement. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée et on se revoit en février. La date sera diffusée sur LinkedIn dans pas très longtemps. Donc, nous vous souhaitons une très bonne journée. Et à Merci à bientôt. tous, à bientôt, au revoir.